Au cœur de l'économie, votre rendez-vous majeur avec l'économie africaine. Another day, ladies and gentlemen, good morning and welcome to your favorite program. This is Okay de l'Economie over DFM 103.9. And as usual, we'll be treating a particular topic that has to do with economic issues that are affecting Cameroon, Africa, and of course the world at large. That is the objective of this debate. It is an economic debate that has been boiling on the name Okay de l'Economie because it is all about economy. And of course, you got to understand that DFM is the #1 economic radio in all of the Central African zone. And so, when it comes to economic issues, we are at the top and we do our best to give you nothing but the best in economics. That is the raison d'etre of this particular program, so that with seasoned experts, ladies and gentlemen, you can be edified on certain economic issues that are touching our country. That is the pertinence of it all, because we have that responsibility as the #1 economic radio to give our own iota of contribution in economic development of Cameroon. That said, this morning you are in the company of Christian Atibuta, who is at the technical dashboard. At the digital bench, there is Charlie Manga. And of course, I am your host, Sally Ndolo. We are having 2 hours together because this program ends at 11:55. That is a few minutes to midday. That said, let us have this interlude of music when we come back. De 10h à 12h sur DFM, vivez une immersion totale dans les enjeux économiques qui transforment le Cameroun et l'Afrique. Okay, de l'Economie, and you will come back to the studio of DFM 103.9. And as I said a while ago, today we'll be talking about Cameroon's import substitution policy. You who are listening to us out there, do you consider it a myth or a reality? Is the import substitution policy in Cameroon a myth or a reality? We know that it is Cameroon's import substitution policy is a government initiative to reduce the country's reliance on imports and increase local production. That is the main objective of the import substitution policy. That is, it wants to encourage locals to produce more and to consume more of what is being produced locally. That is the local consumption of what we know today as the made in Cameroon goods. So the import substitution policy is encouraging local producers to produce in their numbers and also enjoining Cameroonians to consume what is produced at home, so that we can reduce, if not halt, our reliance on products that are coming from elsewhere. And the policy's goal to create a more self-reliant economy. The policy is focused on creating a self-reliant economy where the country will not need to be importing or to just, having goods of elsewhere in making their entry into Cameroon, filling our markets, whereas most often Cameroonian goods of, same range, maybe even same quality are in the market, but the markets are flooded mostly but with foreign products. So the import substitution policy is to try to bring an order in this sector so that good locally made products should be consumed more. And what does this policy aim to do? For those who are listening to us who have been hearing about import substitution policy, you might ask yourself, but what is it all about? And today, Okay de l'Economie, we are expecting to have some guests who will edify us whether it is a myth or a reality in Cameroon, because the import substitution policy is aimed at reducing imports, that is,
discouraging the import of products that Cameroon can produce itself. We get it? Because there are products, as I said a while ago, that are produced locally, that is in Cameroon. Yet, we see that they are being imported. So this policy is to ensure that this comes to a halt so that we consume Cameroon-made products. And as well as increase local production. That is what I just said a while ago. Because if we have to encourage local consumption, we are directly or indirectly saying that local production should also be encouraged. Because as we go to consume locally, it means that the producers should step up their production, because the demand in the market will be higher than what it is. And of course, it is also aimed at strengthening the local value chain, because this will increase the value of local resources. The moment we think of producing Cameroon, consuming Cameroon, then the value chain, the local value chain, will of course be strengthened. It will be enhanced. And we talk of creating or reducing the trade deficit, because when we reverse the negative trade balance with other countries, of course, will reduce the trade deficit. And this can only be done when we have the import substitution policy put in place and respected to the fullest. Of course, the import substitution policy is a good gateway for job creation, because it will promote job creation and technological progress. So he who talks about import substitution policy talks about reducing trade deficit, creating jobs, strengthening local value chain, improving agricultural system, and of course increasing local production in the country. Cameroon has adopted these local import substitution policy because they want to give value to local products at home and want to reduce this reliance on other goods from other countries. That is the main focus of the import substitution policy. But what we want to know today is, do you think that this import substitution policy in Cameroon today, as we speak, is a myth or a reality? You can give your contributions via the phone number 650-155155, 650-515-5155. You can call us and give us your contribution on today's program au 650 15 51 55. Le 650 15 51 55. Nous parlons de l'impôt substitution. Est-ce que c'est l'impôt substitution, mythe ou réalité au Cameroun? Voilà ce que nous cherchons à connaître ce jour. I think time will call on Christian Atibuta to give us another interlude of music, and when the music will of course come in, then we'll have time to welcome our guest onto this program. Au cœur de l'économie rassemble les plus grands acteurs économiques. Ensemble, ils analysent et débattent des dernières tendances qui façonnent notre économie. Thank you so much, Christian Atibuta, for that pace setter that you just put there. And as I said, today we'll be talking about import substitution in Cameroon, l'impôt substitution, myth ou réalité au Cameroun. With me here in the studio is Mr. Mbumbu Fendum, who is a social administrator. Il est administrateur de société. Bonjour et bienvenue, Monsieur Mbumbu Fendum. Bonjour madame et merci de m'inviter dans votre studio. Merci, nous sommes honorés de vous avoir à DFM ce matin. C'est un honneur partagé. Merci beaucoup. Et je n'hésiterai chaque fois que vous m'inviterez à venir partager avec vous sur un sujet aussi important comme celui qu'on va déballer tout à l'heure. Merci beaucoup, voilà qui nous rassure. Merci beaucoup. C'est notre radio, c'est votre radio également. Je vous en remercie. Merci bien. That said, ladies and gentlemen, nous allons passer directement au sujet du jour. Comme je venais d'annoncer tantôt, qu'aujourd'hui nous allons parler
de l'impôt substitution au Cameroun. Parce que ça fait des années que nous entendons en parler, l'impôt substitution. Et à travers cela, on a suivi beaucoup parler de consommer local, consommer camerounais. Mais est-ce que jusqu'ici, on peut vraiment dire que c'est une réalité au Cameroun? Voilà pourquoi on doit débattre, et je vous dis, il y a l'expert déjà en studio, parce qu'on veut toujours avoir cette clarification, cette édification, parce que c'est par rapport à travers les voix qu'on saura vraiment, même le Camerounais qui est au village va mieux comprendre ce que c'est cette politique, parce qu'on en parle, mais bon, il s'agit d'abord de quoi? Parce que ma grand-mère qui est au village, votre grand-mère qui est au village, doit d'abord connaître, elle doit comprendre terre à terre quel est ce projet, cette initiative, cette politique. Il s'agit d'abord de quoi? Je crois que je dois poser la question à M. Mbumbo pour qu'il nous explique. Parce que lui, en tant qu'administrateur de société, et si le bas peuple, comme on les appelle souvent, sont en train de nous écouter, quel est l'impôt substitution? Ça veut dire quoi? Terre à terre. Merci madame de la question que vous posez. Et pour rentrer en plein dans le débat, il faut d'entrée de jeu définir exactement ce que veut dire l'import substitution. C'est une stratégie économique visant à réduire la dépendance d'un pays vis-à-vis des produits importés en favorisant la production domestique, ça veut dire la production locale. Les pays qui estiment que leur flux d'importation est tellement élevé mettre sur pied une stratégie de réduction. Ça veut dire qu'au lieu de faire venir des choses, des produits de consommation d'ailleurs, ils implémentent une stratégie de remplacer ces produits venus d'ailleurs par leur propre production. Ceci empêche que le flux parte dehors, ceci crée les emplois, ceci rend autonome le pays et ça permet également que le pays avance dans son indépendance économique. Voilà de manière ramassée, madame, ce que nous pouvons donner comme un aperçu, une définition globale de l'import substitution. Merci beaucoup, M. Mbumbo, chers auditeurs. Vous avez compris, et là, c'est une définition terre à terre, parce qu'il a expliqué ce que c'est l'import substitution. Maintenant, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Et voilà, et en attendant aussi, Alois au cœur de l'économie, which comes up every Monday, Wednesday, and Friday. And we are talking pertinent economic issues that will make us pave the way forward, because this is the #1 economic radio in Cameroon. And of course, our guest for today is Mr. Mbumbo Fendum, with whom we are talking about the import substitution policy in Cameroon. And before we get to Mr. Mbumbo, it's time we get to one of our experts, one of our guests on phone, who is no other but Mr. Fa Orvis Tayong, an economic journalist and a marketer. And if he will soon be with us, so that together we can debate and have some edification on today's topic of discussion. Christianity Buta is here online. Meantime, before we get hooked up with him, I think the lines are having some hitches, but we'll be coming back to him as soon as possible, while I turn to Mr. Mbumbo Fendum to find out, M. Mbumbo, quelles sont les faiblesses de l'impôt substitution? Parce que je me dis, il y a tellement de faiblesses qu'on peut énumérer. Est-ce qu'il existait des faiblesses? Ben, madame, en réalité, l'impôt substitution n'a, de mon point de vue, qu'une seule faiblesse. D'accord. C'est la capacité du Cameroun à respecter les normes internationales. Simplement ça. Sinon, l'impôt substitution n'a que de force. Ok. L'impôt substitution n'a que de force. L'unique faiblesse ici, et une fois de plus, ça relève de la volonté politique. Si notre gouvernement, notre levier étatique fait asseoir une véritable politique d'impôt substitution, à l'intérieur,
on va essayer de normaliser, de respecter les normes internationales afin de pouvoir plus tard s'extérioriser et internationaliser nos produits. Voilà. Outre ça, l'import substitution n'a que d'avantages. D'accord. Time for us to take Mr. Elvis Tayong. I think he's with us on the line. Hello, sir. Good morning and welcome to DFM. This is Okede Economy. I think we got some technical hitches with our lines, and it is practically impossible to get over to our guest on phone this morning. Christian Atibuta, is there any way that we can hook up with Elvis to give us his contribution onto this topic of discussion? Celle de la politique de substitution aux importations pour stimuler le développement économique du Cameroun. Effectivement, madame, pour stimuler le développement du Cameroun, il faut un plan gouvernemental qui doit booster, qui doit encourager les Camerounais à pouvoir s'investir dans les domaines de nécessité première. Et quand je le dis, vous comprendrez que je peux directement faire allusion aux importations agricoles. Parce que on peut encore faire fi aux autres importations, mais en ce qui rentre dans l'alimentation est non négociable. Prenons le cas du riz. Voilà. Prenons le cas du riz. Et le Cameroun a l'avantage d'être une Afrique en miniature. Je voudrais même dire le monde en miniature. Ça veut dire que nous avons et le désert, et la savane, et toutes les catégories de terre propices à développer, à booster notre politique agricole. Auparavant, ce n'est pas un secret, nous avions le riz du Ndop, il y a Sanchou, il y a le Nord également qui produit du riz. Cette approche gouvernementale consistait à encourager, à subventionner même la production du riz au Cameroun. Et si, c'est pour ça qu'à des moments je pense que c'est beaucoup plus un mythe qu'une réalité, parce que c'est resté jusqu'ici sur du papier, c'est resté sur du papier. Vous et moi, le Camerounais normal moyen, ne vit véritablement pas l'implémentation de ce grand titre qui est l'import substitution. Parce que nous attendons à ce que cela se matérialise dans la poche, dans le panier de la ménagère. Voilà. Si, effectivement, on n'était pas dans un mythe, qu'on passait du mythe à la réalité, au jour d'aujourd'hui, à défaut d'être à 100%, on devrait être au moins à 50% de la substitution de l'importation du riz ou au Cameroun. Il y a une réalité, où il y a une nouvelle qui est récente, là où il y a une caravane, un cortège qui passait de ville en ville pour vendre le riz à 15 000 francs. Mais moi j'ai rigolé. Je dis davantage c'est pour soit berner les gens, soit l'appareil gouvernemental se trompe, croyant tromper le peuple. Parce qu'il n'est pas question. J'ai même qualifié cela en concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un à qui on donne beaucoup d'argent, on dit, vous allez vendre du riz de porte à porte, d'arrondissement en arrondissement à 15 000, alors que l'importateur qui n'est pas subventionné, qui paye régulièrement les impôts, qui a payé la douane, qui paye son magasin d'entreposage, qui paye, après toutes ces charges de revenus, se trouve obligé de vendre à 18 000, 20 000 francs. Et on sort quelqu'un là qui estime pouvoir vendre à 15 000. Pour moi, c'est de la concurrence déloyale et ça ne pourra jamais résoudre le problème du Cameroun face à ce problème d'import-substitution. De mon point de vue, la politique gouvernementale prêche à dire quelque chose et faire son contraire. Et effectivement, vous avez parlé de cette affaire du riz. Et quand déjà on veut passer à l'implémentation de cette politique d'import-substitution, et le riz qu'on vend moins cher, on encourage les Camerounais d'acheter, qu'on marche de porte à porte, comme vous venez de le dire, vient d'ailleurs. Est-ce que l'implémentation de cette politique, c'est ça? Est-ce que vraiment on voit qu'on encourage ou on décourage?
Et c'est pour cela que j'ai dit tantôt, madame, que c'est un mythe. En fait, c'est à la limite un slogan creux. On ne peut pas prétendre faire la promotion de l'impôt substitution en encourageant de l'autre côté de telles pratiques. Ben, écoutez, l'opération est passée. Le sac de riz, excusez que je vous dise, madame, que ça se faisait par préinscription. Vous savez, vous passez auprès de l'unité, vous préinscrire, ayant laissé votre carte d'identité, on vous programmait et le jour dit, vous passez chercher le sac de riz. Oui, ben, le sac de riz ce mois et le mois prochain. Donc, il faut une véritable politique d'implémentation à long terme. Et ce n'est que grâce à cela que le Cameroun et les Camerounais vont sortir de la situation de marasme économique. C'est l'un des leviers sur lequel les pouvoirs publics devraient appuyer et s'appuyer pour l'envol économique. D'accord. Et M. Mbumbu, est-ce que vous croyez qu'il y a quand même de principaux avantages et inconvénients de la mise en œuvre d'une telle politique dans le contexte actuel du Cameroun? Ben oui, justement, l'implémentation de l'impôt substitution n'a que d'avantages, ou j'aurais même dit a plus d'avantages que d'inconvénients. D'accord. Parce que cette approche permet le développement des compétences, et que les gens sont dans l'obligation de se mettre à jour. Si nous restons dans le cadre de l'agriculture, les gens devraient s'approprier de nouvelles techniques agricoles. Notamment dans ce domaine, puisque nous épiloguons là sur du riz. Donc, ça renforce et développe les compétences humaines. Et ça contribue également à l'autonomisation économique et renforce le sentiment de fierté nationale. Voilà les éléments qui obligent même le politique à ne lésiner sur aucun détail pour mieux implémenter cette politique d'impôt substitution. D'accord, M. Mbumbu. Et parlons un peu, quels sont les secteurs les plus promoteurs pour cette politique d'impôt substitution dans ces pays? Il y a le secteur pétrolier, il y a le secteur manufacturier, il y a le secteur agricole. Le pétrolier parce que c'est des techniques innovantes. Le pétrolier parce que notre sous-sol est encore plein de produits miniers pétroliers. Quand je le dis, vous imaginez, suite à l'incendie qui s'est opéré à la Sonara, tous les produits pétroliers sont importés, madame. Peut-être vous ne le saviez pas. Oui. Tous les produits pétroliers sont importés. Pour le moment, tout est importé. Alors, imaginez, moi j'ai plutôt peur que nous nous retrouvions dans une situation de crise économique des années avant 90. Il faut bien que quelque chose soit fait. Il faut bien que quelque chose soit fait. Et si c'est tel que nous voyons là, j'ai peur de vous dire que ce serait une fois de plus un fiasco. Parce que j'ai bien peur. Oui, j'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit un fiasco. Que ce soit un fiasco. Il faut que la volonté politique ne reste pas seulement dans les grands énoncés, dans de grands discours. Qu'on laisse les discours pour passer à la pratique. Et tout à fait, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment ça passe à la pratique? Comment le gouvernement peut-il créer un environnement favorable pour le développement des industries et des substitutions et des importations? Madame, c'est pas sorcier. Il ne faut pas venir de la planète Mars pour comprendre ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Je voudrais même dire que tout le monde le connaît, mais c'est un problème de volonté politique. Le premier grand frein que je trouve, à mon avis, c'est l'opacité du processus au niveau gouvernemental. Je ne voudrais pas dire de la corruption, parce que la corruption est un élément, est un frein, comme on appelle pour le gros véhicule là, ABS.
Ça me dit, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est un gros frein pour l'implémentation de ce projet. D'accord. Il ne faut pas être sorcier, comme je le disais tantôt. Il faut simplement mettre des structures de facilitation. Dans l'organisation gouvernementale du Cameroun, nous avons tout un ministère pour les mines Oui. et autres. Nous avons tout un ministère pour l'agriculture. Si chacun de ces ministères faisait son travail, et je vais aller plus loin, il y a la PME, Oui. l'agence de promotion des investissements, il y a beaucoup de structures créées pour accompagner le développement du tissu industriel du Cameroun. Mais je ne voudrais pas vous parler de mon expérience parce que j'y suis allé pour... je ne vous ai pas... Il faut le faire, il faut se lever très tôt. Il faut se lever très tôt. Donc, c'est possible au Cameroun. Il suffit d'une volonté politique et que la structure gouvernementale lutte véritablement contre la corruption. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez beau présenter un projet crédible, bancable, mais parce qu'on attend que vous fassiez un geste hors norme, on le fait planter et c'est comme ça. À défaut de le faire planter, on récupère votre projet pour le vendre à quelqu'un d'autre. Ça aussi, j'en ai connu. Ok. Et ça, si on fait déjà ça, M. Mbumbu, ça veut dire, nous-mêmes, nous sommes en train de tuer l'initiative ou bien cette politique que nous cherchons à implémenter. Parce qu'avec ce que vous venez de dire, ça veut dire, nous, peut-être, je dirais, nous ne sommes pas encore prêts pour embrasser cette politique. Je ne saurais dire que nous ne sommes pas prêts. En fait, toutes les conditions sont réunies pour que nous embrassions cette politique. Parce que c'est une nécessité impérieuse. Yeah. Les exemples ne sont pas mauvais à prendre. Hein. On peut prendre l'exemple de la Chine. La Chine s'est repliée sur elle-même, a développé son propre potentiel, a développé sa propre technologie, a développé sa propre façon de se vêtir, de consommer, de s'alimenter, avant de s'ouvrir. À ce moment, tu t'ouvres au monde en ayant quelque chose à lui offrir. Alors, vu de cette façon, il est temps, et plus que jamais, parce que ça se fait maintenant ou ça ne se fera pas. Le besoin est là, le potentiel humain est là, le patrimoine naturel est là. Qu'attendons-nous? Il suffit de la volonté politique. Juste la volonté politique. La volonté politique pour l'implémentation de ce projet, qui est très alléchant. Oui, parce que tout ce qu'il faut est déjà là. Tout ce qu'il faut est déjà là. Quand je parle de la volonté politique, parce que les projets, les Camerounais sont ingénieux. Ça, je peux vous le dire, madame. Ok. Mais, imaginez, vous avez un projet, on n'a pas de banque d'investissement au Cameroun. Voilà un autre aspect qui, on ne peut pas le dissocier du package, de l'ensemble qui constitue l'import-substitution. Vous avez beau dire, mais vous qui avez de l'espace, vous qui avez de la matière grise, vous qui êtes ingénieur agronome, vous voulez lancer une plantation, vous n'avez pas les moyens nécessaires d'implémenter, de lancer votre champ de riz. Restons dans ce cadre que le Camerounais moyen normal pourra facilement comprendre. Parce que si on va dans les mines, ce serait un peu difficile d'assimiler. Vous n'avez pas de l'argent. Votre projet est bancable, il est crédible, mais quand vous arrivez auprès du financier, il vous demande l'acte de naissance de votre arrière-grand-mère qu'on n'avait pas vu. Mais c'est ça. Vous n'avez même pas vu, mais on vous demande son acte de naissance. C'est ça, madame. Là, Christian Atibouta, on prend une pause musicale le temps que l'invité prenne quand même une tasse de café. Et on revient en studio. Des marchés financiers aux projets de développement en passant par l'entrepreneuriat local et les opportunités d'investissement. Participez en direct aux échanges. Après ce flash info, le moment que nous retournons en studio
pour parler de notre sujet d'aujourd'hui, en fait, l'impôt substitution au Cameroun. L'impôt substitution est-il un mythe ou une réalité? Parce que jusqu'ici, beaucoup de gens, des experts, nous fait comprendre, comme M. Mbumbu qui dit ça reste un mythe jusqu'ici. Parce qu'il faut vraiment que ce soit implémenté pour que les Camerounais ressentent vraiment que nous sommes en train de parler de l'impôt substitution, mais que ça ne reste pas une affaire de papier. Parce que quand ce n'est que sur papier, ça veut dire ce n'est pas ça. Parce qu'on doit passer du papier à l'action. Et l'action, alors, c'est l'implémentation de cette politique pour que nous puissions la vivre, la toucher de doigts et apprécier. Sinon, M. Mbumbu, jusqu'ici, si ce n'est pas fait, comme M. Faye Elvis, il a dit, c'est un mythe jusqu'ici, qu'on ne peut pas dire que c'est déjà une réalité au Cameroun. Ce que vous venez de dire tantôt aussi. Exactement. Et en passant, je salue M. Christian Taillon, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui a quand même pu répondre à travers votre appel. Oui. Vous voyez, sans être là, lui et moi partageons le même point de vue par rapport à cette politique gouvernementale qui incarne l'impôt substitution. C'est un très beau projet, c'est un très bon plan, mais jusqu'ici, il ne se ressent pas. Ce plan ne se vit pas encore sur le terrain. Les Camerounais ne ressentent pas encore l'effectivité de l'implémentation de l'impôt substitution dans leur vécu quotidien. Et nous appelons de nos voeux l'appareil gouvernemental de vivement passer de la théorie à la pratique, à la véritable implémentation qui serait salutaire pour les Camerounais, pour l'économie du Cameroun et pour la prospérité du Cameroun à moyen et à long terme. Moyen et long terme. Okay, I think Christian Ajibuta, Shalimanga, time we move over and hook up with Faye Elvis Taillon, who, as I said, is an economic journalist and he is a marketer. Hello, Faye Elvis Taillon. Yes, Faye Elvis Taillon, you were talking about this issue of the import substitution policy in Cameroon. And of course, you said up till here, we can qualify it to be a myth and not a reality in Cameroon. Now, sir, given Cameroon's current economic structure, characterized by reliance on primary commodity exports and a relatively underdeveloped industrial base, how feasible is a comprehensive import substitution strategy in Cameroon? Well, if it has to do with the import strategy in Cameroon, I will tell you that the first thing is that the worry about the whole thing, as I said a while ago, is that the measure, first of all, the policies put in place have errors, and the errors visible for the simple reason that you cannot be putting in place import substitution and yet the people are suffering. Yet prices of basic goods and services in the market are skyrocketing at a geometric rate. It simply means that there is a missing link. It's either you are talking about implementation of those policies in talking and in writing. When it comes to the actual implementation, it's not taking place. And I will tell you that's where the issue is. Now, there is certainly a way to bail the community out or the nation out when it comes to import substitution. It simply has to do with the fact that, one, the government identifies the main goods that are termed basic. It's but true. Water is a basic commodity. Light is a basic commodity. Of course, we talk about the salt, the maggi, and all the like. So when you look at some of these things, you now realize that under normal conditions, they are supposed to remain in a way, including rice, because that's what people eat very, very frequently with flour. Those are things that keeps households moving. Now, if you look at it, it is true. We talk about the government giving out rice, a bag of rice 50 kg for 15,500 CFA.
But then we want to ask, is it just momentarily? They are supposed to carry out a systematic check of what comes in. Now, what you realize is that if the government was carrying out that import substitution as per se, the price of bag of rice will drastically reduce irrespective of the quality of the rice, which means it will reduce vis-a-vis the amount of put in place as far as the sales of the rice and the taxes are concerned. Now, you remember we have a heavy tax-oriented system. Now, the heavy oriented tax system does not match with import substitution policies. It instead contradicts. It is like I give a tax on a bag of rice, that is 50 kg, I give a tax of 3,000 francs, and then I am expected to support that bag of rice at the same time with 500 francs every year. It simply means 2,500 francs is left, still high, in addition to the normal price of the bag of rice. And so it's like giving the goats and holding the rope. And that's why we said that for such policies to flourish in the Cameroonian economy, it has to do with these elements of the government actually ensuring that and giving an order. And the order for it to go means that the government must implement systematic checks at the level of prices. I will tell you that we have a price control unit at the Ministry of Commerce. Now, you will be surprised that that price control unit is not in home. That same price control unit is not far off in Golemanduka. That same price control unit is not even present in Mayore or Mayububa, but they have decided to concentrate only in urban areas. And therefore, you ask yourself, even when they are present, how influential are they? You are in Douala. We bet with me that life in Douala is pretty difficult as days go by than before. Now, what is the effect of the proposition that even the government keeps telling people? So at the end of it, it's like riding the winning horse to death, which is also a call for concern. You cannot ride a winning horse to death because the taxes themselves are overburdening the people, and at the end of these, those who are involved even in the massive import of goods and services, they cry foul that they are not finding it easy going. How would we bail ourselves out? The first other things which we could take into consideration economically is a serious government will decide to go into boosting the whole companies concerned with those productions. For example, you move over to UNVDA and the other rice production companies or production groups or CIGs or farming groups, either in the Western Land Plateau or in the Far North regions, level land plateaus, and you give them subsidies. You bring them what they call imported hybrid rice seed, for example, and you give them subventions on the spot. Now, when you do this with other teaching mechanisms of how to fast grow or to grow fast these high quality rice, you realize that with the long run, instead of us importing rice, that the company is finding it difficult to control the prices with substitution, you will then have many people who will just test and start consuming the homemade product. The same case applies for salt, the same case applies for Maggi, and the same case applies even for peanut oil. When this is done with a systematic look, you realize that the import substitution effect, which is not being felt in Cameroon, will resurface back, and you will automatically see a positive and triggering effect on the lifestyle of the people. Thank you so much, Mr. Fa Elvis Tayong. But before you take leave of us, I'll try to find out from you, considering the regional integration efforts in CEMAC and ECAS, how can Cameroon's import substitution policy be aligned with these border regional goals, avoiding potential conflicts and maximizing synergies? How do you think? It will first be difficult to implement that in the CEMAC zone because the CEMAC zone have what they call an economic accord. And the economic accord shows that whatever tariff or imposition they are putting in place, they are doing that vis-a-vis what is being put in place in the other respective CEMAC countries. Of course, you note that these CEMAC countries are governed by an economic policy from France. Now, the French economic policy ensures that or oversees the implementation of these import policies such that it should go a long way to act as a booster on the revenue they place in the French treasury. You understand that it's abnormal that these CEMAC countries, they have what we call a quota of their budget being
place in the French bank, all in a bid, as the French says, is to check on their functionalities and to assist them grow. But also, none of them have been able to grow above that level. So at the end of it, it becomes a question and a call for concern as to how paradoxical it is that countries will decide to take part of their budget, half of their budget, and store in the French treasury, while the French tells you they will be releasing it to them from time to time. So it's acting as a reserve to bail them out in terms of bankruptcy. So it becomes very difficult. So until they break the chain, the economic chain in the CEMAC country linked to France, they will not be able to carry out some of those import substitution policies independently, which will go a long way to have affected the people positively. And so this is some of the impediments we have, which many economists have not yet understood, that you cannot think, for example, you have products coming from France and you decide otherwise that you want the price to go down. Now, if you want to substitute those products by adding the money, the French government, who is the keeper of your budget, will call you to order and let you know that if you are removing more money from your own treasury to substitute these goods, it might be difficult for you to run, or it might be difficult for them to give you loan or aid. So at the end of it, you see, the whole issue becomes very complex. So to get us moving with the CEMAC countries is one. Either a country breaks up from the CEMAC and acts independently, or the CEMAC countries come together and they denounce the accord they have with France and the French treasury. This will give them an automatic independence to think otherwise in moving ahead as far as shaping their budget is concerned. Thank you so much, Mr. Elvis Taillon, for talking to DFM on Au Cœur de l'Économie, and we wish you the best, hoping that in the nearest future you're going to be our guest and in the studio. Thank you so much. Thanks very much. The pleasure is mine. Okay. It's been a long one. Elvis Taillon made us to understand que le fait que les prix sont tellement à la hausse au marché, on ne peut pas parler de l'impôt substitution comme une réalité au Cameroun. Oui, ben c'est un point de vue partagé depuis l'entame de notre émission. Je crois que le véritable problème auquel nous faisons face par rapport à ce vaste projet est l'import ou l'impact sur l'économie. Je crois que l'action gouvernementale ne voudrait pas céder un peu parce qu'elle voit des recettes douanières, des recettes en termes de recettes fiscales. Elle se dit, si directement on ouvre la brèche, peut-être il y aura chute de ces recettes. Alors, c'est le sacrifice à faire, c'est le prix à payer. Il est normal qu'on se sacrifie maintenant, sachant que sur 5-10 ans, on ne peut passer que par là. La conséquence de la substitution des importations serait la baisse des prix des recettes douanières liées à ces imports. Voilà. Mais sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y aura une relève parce qu'on serait déjà à même de produire et l'État pourra taxer relativement, naturellement à la bourse du Camerounais normal. Et quand nous le disions, nous nous sommes appesantis sur le volet agricole. Parce que le peuple en a besoin pour sa survie, son alimentation rationnelle. Mais si nous sortons de là pour entrer dans l'industrie minière, l'industrie pétrolière, l'État comprendra que sur 5 ans, il ne peut pas perdre. Ça fait peur à l'État pour rien. Parce que, madame, à des moments, j'ai l'impression que nous avons un état de consommation. Et c'est ça qui fait peur. Ok. C'est ça qui fait peur. Ok. Et dans cet état, on ne peut pas, si nous vivons peut-être dans la peur pour avancer, on ne pourra jamais avancer. Il a également nous fait comprendre que les impôts sont tellement élevés. Et dans un contexte où les impôts sont élevés, c'est une contradiction parce qu'on ne peut pas parler des impôts élevés et on parlait de l'impôt substitution. Les deux ne peuvent pas marcher. Ce n'est pas compatible. Et ça renvoie à mon intervention de tout à l'heure qui disait l'État a peur de perdre ses impôts. Parce que je vais vous prendre un cas d'école. Le kilo du riz parti de l'Inde
C'est 200-300 francs. Mhm. Et même moins. Je le dis en connaissance de cause. Quand on y ajoute le transport de l'Inde ici, le coût, le dédouanement, Mhm. voilà comment est-ce qu'on fait pour se retrouver à un prix de probablement 1000 francs, je ne sais pas combien, selon la nature du riz, Mhm. au kilo. Voilà comment on fait pour se retrouver à plus de 1000 francs. Oui. Alors, l'État n'entend pas perdre ses 500-600, c'est caler l'obésité de la consommation du fonctionnement étatique. Mhm. Ben, ils se disent, si on casse ça, on va devoir réduire le train de vie parce qu'on ne pourra plus supporter les charges. Or, c'est le prix à payer pour l'instant. On ne peut passer que par cela Mhm. pour véritablement décoller sur le plan économique à travers la substitution de l'import par nos produits locaux. Comme on dit au quartier, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Naturellement. Donc l'État doit vraiment chercher. On va contourner, madame, on va contourner, mais on sera obligé de faire ce sacrifice, l'interphase, Oui. le passage de l'importation forte Mhm. à la substitution de... Il y a eu cette interphase-là, il y a du prix à payer. Mhm. L'État va accepter passer un moment de baisse de recettes fiscales, Ça, oui. ou les remplacer par d'autres recettes. Mhm. L'État peut bien le faire. On peut remplacer les recettes fiscales par d'autres recettes Oui, pour c'est faisable. implémenter cette vision Oui. que nous saluons, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que nous saluons Mhm. à sa juste valeur et qui est un chemin par lequel on ne saurait passer ailleurs. Et également peut-être une autre relation, la relation du Cameroun comme d'autres pays dans la zone CEMAC avec la France, la trésorerie française, comme disait notre intervenant, que peut-être c'est aussi ça parce que ça les mettre en difficulté pour avancer seul. Parce que si peut-être ils décident de changer le prix d'un produit venant de la France, ils auront à subir parce que ils sont comme toujours dépendants sur la France et ça leur pose un problème grave. Madame, je crois qu'il faut savoir faire la part des choses. Mhm. On ne peut pas défendre les intérêts du Cameroun et défendre en même temps les intérêts de la France. Voilà. Et je voudrais également saisir l'occasion pour vous faire comprendre qu'entre pays, il n'y a pas d'amis. Seuls les intérêts comptent. C'est les intérêts. Dans le cas d'espèce où se trouve l'intérêt ou les intérêts du Cameroun. Mhm. Les intérêts du Cameroun se trouvent dans l'import-substitution. Je voudrais même vous faire constater que dans les pays à économie avancée, Mhm. dans les grands pays, notamment la France, madame, vous ne pouvez pas venir Renault, la Chine n'importe pas les produits Renault ou Toyota. Ça se fabrique en Chine Mhm. avec la marque Toyota. Oui. Vous ne pouvez pas arriver vendre, je ne sais pas, ce bic. Mhm. La Chine importe le bic. Non, on va vous exiger de venir monter une usine de fabrication de votre produit sur place. Parce que ça résout plusieurs problèmes. Ah oui, ah oui. La main-d'œuvre, l'emploi, Mhm. l'économie. Voilà à une certaine dimension l'esprit là où on devrait conduire le Cameroun. Oui. C'est vers ce chemin que devrait aboutir l'esprit, le projet de l'import-substitution. Ça veut dire que la première phase était de nous rendre autonomes, d'être en mesure nous-mêmes de produire ce dont nous avons besoin. S'il arrivait que nous ne soyons pas en même, ceux qui offrent là, qu'ils viennent les offrir, fabriquer au Cameroun, qu'on consomme au Cameroun. Mhm. Eh ben, je ne voudrais pas, madame, prendre quelques exemples qui vont davantage me sortir de ma réserve. Le cas des constructions des stades, quand nous préparions la canne récente, où tout était fabriqué, je crois, en Italie, Mhm. et on venait simplement monter les structures, si c'était une bêtise gouvernementale à ne pas évoquer, qu'il m'en soit excusé, mais c'était une bêtise et que c'était même un crime pour l'économie. On ne peut pas fabriquer les rivets, fabriquer tout à l'extérieur, on transporte, on vient simplement monter au Cameroun. Je ne voudrais même pas vous dire que peut-être les ouvriers seraient venus de l'Italie, parce que je connais des chantiers où, notamment avec la Chine,
qui ne s'amuse pas avec sa souveraineté, qui ne s'amuse pas avec son économie. Et quand les Chinois ont un projet ici, qui leur est confié, même les ouvriers, les derniers ouvriers viennent de la Chine. Nous l'avions dénoncé, mais il ne suffit pas de dénoncer. Il faut bien que les structures gouvernementales prennent ces choses en main pour réguler, parce que la mission du gouvernement, c'est le rôle, c'est la mission régalienne qui lui confère de réguler le fonctionnement de la vie économique, aussi bien de la vie économique du Cameroun que d'ailleurs. Oui. Voilà, souvenez-vous, ça avait atteint même une certaine proportion où le ministre Chiroma, à une certaine époque, est intervenu pour dire voici la classification. Les ouvriers de telle catégorie ne devraient pas venir d'ailleurs. Il me souvient une sortie où il a fait. Voilà l'ensemble qui devrait accompagner ce projet, cet esprit, ce plan gouvernemental qu'incarne l'import-substitution. Okay. Oui, et parlons de cette affaire de contrôle des prix. Et on sait bien qu'il y a une cellule au ministère du Commerce qui est chargée. Mais jusqu'ici, comme disait notre intervenant, que jusqu'ici, c'est basé à Yaoundé. Dans les villages, il n'y a pas. Dans même les petites villes, il n'y a pas. Et surtout, quand il faut se questionner sur l'efficacité de cette cellule, les résultats, comme tout bon Camerounais, on peut dire, nous on ne ressent pas ces résultats. Et déjà, ça fait problème pour l'implémentation de cette politique. Et M. Boubou, je vais vous demander, comme vous venez d'expliquer, est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi une affaire de mentalité? Parce que si vous partez, disons, dans un supermarché, dans les supermarchés de la place, je ne veux pas donner un nom, mais si vous y rendez, vous allez constater que les produits made in Cameroun sont tellement peu et on ne leur donne pas cette visibilité. Donc dès que vous entrez dans le supermarché, c'est le produit d'ailleurs qui sont tellement étalés avec toute publicité, mais les produits made in Cameroun, on les met dans un petit rayon quelque part là derrière. Là où il n'y a même pas de lumière, là où on ne peut même pas voir de première dès l'entrée dans le magasin. Oui. Exactement, madame. Moi, au-delà de la non-présence effective des structures de contrôle dans l'arrière-pays, je voudrais plutôt me questionner aux actions menées par ces structures de contrôle là où elles se trouvent. Je crois que débattons d'abord de cela. Là où ces structures de contrôle, justement les structures, le démembrement du ministère du Commerce, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils le font? Dépouillons d'abord ça. Parce qu'on ne peut pas réfléchir sur ce qui est Angel Mandouka, je ne sais pas, à ECOC et autres, parce que ça n'existe pratiquement pas. Ça peut être accordé avec faute. Non. Pour la plupart du temps, quand ils sortent pour le contrôle, c'est à la fin du mois où ils se sentent que les tontines sont proches et il faut de l'argent pour les tontines. Ils y arrivent. Ils aiment bien quand il y a faute. Parce que c'est quand il y a faute qu'on négocie. C'est quand il y a faute qu'on négocie. Et dès qu'ils sortent là, eh bien c'est fini. Mais c'est fini, puisque c'est connu. Mais aller dans les ventes emportées, je préfère citer ce cas. Les billets se vendent à 700, 700, 800. Au vu, et même ces contrôleurs-là viennent en boire sur place. Mais tout le monde connaît. Donc je l'ai dit tout à l'heure, madame, mais vous savez pourquoi il y a le gendarme dehors? Non. Parce qu'il y a les présumés voleurs. Oui. Si la structure, la cellule de contrôle de prix est dehors, c'est parce que on a compris qu'il pouvait y avoir des gens qui ne respecteraient pas les prix. Les prix. Oui. À qui la faute? C'est la volonté politique. Si la volonté politique veut, tout cela va s'arrêter. À défaut de totalement s'arrêter, c'est dû à son expression la plus simple. L'ambition, et puis dans toute recherche scientifique, il n'est pas question d'annuler à 100%, c'est pas possible.
il y a une marge de manœuvre pour tout. Il y a une marge de tolérance. Oui. Si on réduit ça à 80%, ça marcherait. Et nous appelons nos gouvernants de bien vouloir s'y pencher, parce que le Cameroun ne passera que par là pour son éclosion. Mhm. Et comme vous venez de le dire, M. Mbumbu, effectivement, parce que même ces prix, le contrôle des prix, parfois on dit bien, disons peut-être le bidon d'huile raffinée, on donne un prix et on dit le ministre a déclaré que voici le prix standard. Mais quand ces agents viennent au marché, c'est juste pour un temps. On dit oui, aujourd'hui on vient contrôler, le prix c'est à 20 000. Mais après des jours, tu te rends au marché, on te dit c'est 30 000. Et personne n'intervient quand même, tu veux dire aux commerçants, mais le ministre a dit, on te dit, c'est pas le ministre qui m'a donné mon capital. Et d'ailleurs même, là où nous avons acheté, nous on a acheté aussi cher, on ne peut pas venir vendre moins de ce que nous avons acheté. Là, ça devient une confusion dans l'État de Cameroun. Mais c'est une confusion complète. Je voudrais même aller plus loin, madame, pour vous dire que ces commerçants sont avisés 24 heures plus tôt qu'il y aura contrôle. Ça veut dire, par les mêmes membres de la commission qui demain viendront contrôler, on leur dit, tenez-vous tranquille, nous allons descendre dans votre secteur demain. Prenez les dispositions nécessaires. Voici l'un des points faibles du contrôle. Quant au prix, effectivement, à des moments, on essaie de se mettre dans la peau du commerçant pour aussi comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font. Vous savez, c'est plus facile de rester dans son fauteuil et décider que ce bic on doit vendre le bic à 100 francs. Vous n'avez pas contribué à ce que le bic soit à 95 francs, sachant que le commerçant final ou le consommateur final est là. Le commerçant, ce n'est pas l'action sociale qu'il fait. Il doit dégager une marge bénéficiaire pour l'activité qu'il mène. Ah oui. Vous ne contrôlez pas en amont. Vous voulez contrôler, imposer en aval. Ça ne peut pas tenir. C'est ça l'inadéquation. Ça ne peut pas tenir. Et vu de cette façon, le commerçant a raison. Mais seulement, il y en a aussi de ces commerçants qui font de la spéculation. Parce qu'il faut faire une lecture croisée. Ils ne sont pas tous sains. On connaît qui également créent de la pénurie pour imposer des prix non accessibles au Cameroun. Et ça aussi, il faut le dénoncer, il faut en parler. Aussi bien, nous invitons nos institutions étatiques à asseoir une véritable politique d'un côté, de l'autre, nous invitons les commerçants, les consommateurs et toutes les parties prenantes de faire preuve je ne voudrais pas dire d'honnêteté, de contribution à l'implémentation de ce projet important. Je préfère le dire ainsi. Parce que c'est un package et tout le monde doit y mettre la main. Tout le monde doit y mettre la main, effectivement, M. Mbumbu, parce que vous venez de relever un fait très très pertinent, qu'avant que les agents de contrôle du prix ne se rendent pas sur le terrain, ils appellent déjà les commerçants pour les dire. Finalement, nous voyons que nous courons dans le sac. Oui, c'est la difficulté d'implémentation, courir dans le sac. Oui, il faut véritablement taper la main sur la table pour que les choses changent, pour laisser place à ce projet et pour que le Cameroun véritablement décolle. Donc, à des moments, je me dis, c'est une histoire, c'est une affaire de toutes les parties prenantes. Nous y sommes à plusieurs échelles, à quelques échelles que ce soit, interpellés. Chacun à son niveau est interpellé. Doit y apporter sa contribution. Et parlant de cela, comment le gouvernement peut-il assurer la transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre de cette politique, selon vous? Je préfère commencer par la mise en œuvre.
C'est quand on a mis en œuvre qu'on cherche à rendre transparent. La mise en œuvre, je puis dire qu'elle a commencé. Parce que tout commence par la parole, tout commence par les textes. Les textes sont là, le titre est là, import substitution. Sa mise en œuvre consisterait déjà à booster, accompagner les gens qui sont dans les secteurs à substituer. Okay. Si on est dans le domaine des mines, si on est dans le domaine du pétrole, on doit tout faire pour, par exemple, réhabiliter Sonara. Que tous nos produits pétroliers ne soient plus importés ou sous-traités par je ne sais qui et comment. Si on est dans le secteur agricole, que véritablement les gens du secteur agricole soient accompagnés, que les gens du secteur agricole se professionnalisent. La professionnalisation ici passera par des séminaires, par des formations. La conservation des produits agricoles. Madame, voyez-vous, faites un tour à Sandaga, faites un tour au marché central avec nos produits maraîchers. Les tomates, dans l'après-midi aux environs de 15-16 heures, là. Le vendeur, lui, n'a pas eu de clients en journée. Il a un resté de cajot. À défaut de mettre dans le tricycle et circuler le long des rues de Douala et dire tomate, tomate, j'espère que vous avez déjà eu à rencontrer. Oui. Quand le producteur de la tomate, prenons cet exemple, a fini de produire 1000 cajots, comment est-ce qu'il le conserve? Et c'est pour cela que les prix oscillent. Aujourd'hui, vous allez trouver 2 tomates à 100 francs. Vous revenez le lendemain, vous le trouvez à 1000 francs. Or, s'il y avait un plan de conservation, on pouvait standardiser ces prix. Ça veut dire gérer la période de crue et la période de vache maigre. C'est pour cela que j'évoquais la professionnalisation et la conservation des produits agricoles. Voilà, c'est tout un ensemble et il n'y a que l'État pour impulser ça. Souvenez-vous, il y a plusieurs années, on parlait d'un projet dans le Noun, parce que le Noun est un bassin agricole, et ça c'est connu, appelé SCAN. Il fut un projet là-bas appelé SCAN, parce qu'on s'est dit, l'État, parce que ça devrait être un projet étatique, j'ai les larmes aux yeux quand j'en évoque, parce qu'au passage, je suis originaire de cette partie du pays. On avait projeté construire une usine de conservation de la tomate, disons-le directement comme ça. Le projet a foiré, c'était même pas un mort-né, mais il est mort dans l'embryon. C'est le fœtus. Et je vous parle là, je parle de 20-25 ans. Hein. Rien n'a été fait pour remplacer ça. Et voilà. On produit. Il faut à tout prix consommer ce qu'on a produit, sinon ça va se gâter. Oui. Un véritable problème. Il faut consommer dans les délais, sinon ça va se gâter. On va même abandonner, parce que quand mes frères transportent ça, ils arrivent à Santagala, en soirée, ils ne peuvent plus payer à nouveau pour amener au village. Excusez-moi. Et surtout que c'est des produits périssables, comme la tomate, périssables à court. Et les légumes. Et tout ça. Ça fait problème. Donc il ne suffit pas de déclarer. Il faut les mesures d'accompagnement pour l'implémentation, pour rendre vivable, pour rendre physique ce vaste projet de substitution d'import par des produits locaux. Et M. Mbumbu, parlons de conservation. Celui qui parle de conservation parle également de la technologie. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la formation et de la professionnalisation des gens du secteur, du transfert de la technologie. Mais c'est un gros projet, madame. C'est un trop gros projet. Parce qu'il faut que les gens apprennent, soient formés dans comment est-ce qu'on conserve si.
Comment est-ce qu'on maximise même la production, même, commençons par la production. Quelles sont les nouvelles techniques agricoles Voilà. qui boostent? Voilà. Maintenant que vous avez produit, vous avez récolté, comment est-ce que je transforme? Comment est-ce que je conserve? Voilà. Comment est-ce que je transforme? Comment est-ce que je rends périn un produit qui ne se récolte qu'en janvier? Comment est-ce qu'on va assurer que ça couvre janvier en décembre, en attente de la nouvelle production? Oui. Ben, c'est trop vaste, c'est trop vaste. Et il faut bien s'y pencher. Il faut s'y pencher et l'État doit prendre ça à bras le corps pour mettre les petits plats dans les grands afin que nous sortions de là. Le Cameroun ne peut passer que par là pour sortir, pour s'autonomiser. Et quand vous parlez de la transformation, je veux qu'on parle un peu du secteur cacao. Parce qu'on voit, on a assez de cacao du sud-ouest, du sud. Mais qu'est-ce qui nous empêche pour que nous-mêmes, nous la transformons ici au pays? Eh bien, madame, vous touchez là un point qui a fait couler beaucoup de salive et même d'encre ces derniers temps. Parce qu'avec la révolution du prix que nous connaissons tous, chaque Camerounais a rêvé d'être cacaoculteur. Oui. S'il était possible qu'on commence le matin et qu'on récolte Le soir. et qu'on récolte le soir. Chaque Camerounais a rêvé d'être cacaoculteur. Non, je vous dis, et je ne le dirai jamais assez, tout dépendra de la volonté politique. Il revient à l'État d'aller courtiser ses investisseurs, de venir investir dans la transformation de tels produits sur place. Parce que, madame, on a même beau vendre le kilogramme du cacao à 25 000 francs, que c'est rien du tout. Nous nous contentons de ce peu, parce qu'on nous a d'abord affamés. Mais c'est comme quelqu'un à qui tu laisses affamer une semaine, après tu lui tends une pièce de 100 francs, il va courir. C'est pour ça qu'on trouve que... Posons-nous plutôt la question de savoir, ben, s'ils achètent à 25 000 le kilo, est-ce pour rien? S'ils ont acheté à 25 000 le kilo, ça veut dire que le même kilo sera vendu à 100 000. Oui, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose à l'intérieur qui me soit permis d'utiliser ces termes-ci. Et c'est là où on doit aller. Mais s'ils en achètent, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Quel est le mythe? Qu'est-ce qu'il y a même à l'intérieur? Qu'est-ce qui les pousse à acheter? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes transformer nos produits en interne afin de ne plus les vendre à 25 000? Parce que c'est ça la question. C'est ça la problématique. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est l'expertise qui nous manque au Cameroun? Non. Et quand bien ce serait l'expertise, on peut convoquer l'expertise étrangère. Tu travailles sur place quand même. On peut convoquer. Je prends ce cas de figure, mais d'entrée de jeu, je puis vous dire qu'on ne manque pas d'expertise. Nous avons toutes les grandes écoles de formation en agronomie. Il y a NCA de Ngaoundéré qui forme en agroalimentaire. Et nos universités sont truffées de facultés techniques et technologiques. Donc ce n'est pas l'expertise technique qui nous manque. C'est un problème de vision. C'est un problème de vision, madame. Je l'ai dit, s'il se posait un problème d'expertise technique, nous pouvons envoyer la main-d'œuvre à la recherche de cette expertise. Premier volet. Le deuxième volet, on peut convoquer cette expertise au Cameroun à l'effet de former nos propres Camerounais ou bien nos propres compatriotes. D'accord. Et quand on parle, tout à l'heure vous avez parlé de la mise en œuvre, que pour qu'il y ait de la transparence et autres, il faut d'abord que ce soit implémenté, la mise en œuvre. Est-ce que le secteur privé peut-il jouer un rôle important pour aider dans cette mise en œuvre? Mais le secteur privé a même la part belle, le plus gros rôle, la plus grande importance
à jouer dans ce processus, dans ce projet. Parce que l'économie d'un État, d'un pays, se repose sur le secteur privé et non le secteur public. C'est scientifiquement démontré. C'est pas propre au Cameroun. Oui. Et malheureusement, le secteur privé n'est pas la locomotive. La locomotive, c'est le pouvoir central. C'est le pouvoir central qui impulse. C'est pour ça que je reviens chaque fois à la volonté politique. Le catalyseur, c'est le pouvoir, c'est l'État. C'est lui qui impulse, il met sur les rails, allez, ça coule. Les wagons suivent. Oui. Et parlons alors de la diversification de l'économie. À travers cette politique d'impôt-substitution, comment peut-elle contribuer? La diversification. La diversification devrait être de fait, puisque justement l'impôt-substitution n'a pas un champ ou n'est pas un champ limité. C'est là, et les produits phares, nous avions à l'entame de cette émission évoqué quelques secteurs. Secteur pétrole minier, secteur manufacturier, secteur agricole. Voilà la diversité. Et il faudrait un plan, comme dans toute chose, un plan à court, moyen et long terme. Dans tout là, qu'est-ce qui passe prioritairement? Parce que si on sème aujourd'hui, c'est pas tout à l'heure là qu'on va récolter. Pas du tout. Il faut déjà commencer quelque part. Oui. Le commencement, c'est dire le secteur du riz là, le secteur de la tomate là, le secteur, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que sur 5 ans plus tard, le résultat optimal soit celui-ci. Et si on ne le fait pas, il ne faut pas s'attendre au résultat. Alors, le secteur du pétrole, le secteur du manufacturier, les meubles, les choses là, on importe encore, aller à Orca, on importe encore. Alors qu'on avons en Balmayo, je crois qu'il y a toute une université qui forme dans le domaine du bois et autres. On importe encore, c'est ça le produit, quand le secteur manufacturier. Il faudrait que d'ici 5 ans, que nos Louis XIV, nos Louis XV, nos Louis XXV, nos Louis XXXV soient fabriqués par nos soins. C'est ça, la diversité. Maintenant, dans la classification de la diversité, de mon point de vue, c'est que Louis XIV ne devrait pas passer avant le riz. J'aime bien du riz. Alors, là, surtout quand il ne me pose pas de problème de santé. Oui, mais pas quand même le riz qu'on vend 15 000 au sac. Bon, vous pensez que le riz qu'on vend, c'était même pas à la portée de tout le monde, madame, peut-être? Vous avez pu en acheter? Non, pas voilà, vous comprenez que c'était pas à la portée de tout le monde. Oui, surtout qu'il fallait qu'on s'aligne, on s'inscrit. Vous avez vu les queues? Vous avez vu les rangs qui... Oui. Mais il fallait se lever à 3 h le matin pour aller faire. Ok? Voilà. Et vous pensez que les Camerounais le font pourquoi? Parce qu'ils veulent? Non. Ils ont faim. Il ne faut pas infantiliser ce qu'on peut résoudre, vraiment faisons tout pour résoudre. Ça c'est une action, c'est même une insulte. Que monsieur le ministre du Commerce m'excuse. Je connais saluer ses actions à sa juste valeur, ou à leur juste valeur. Mais ça rentre dans l'infantilisation du... J'ai même appris qu'ailleurs on demandait la carte du parti pour se faire inscrire. Bon, ça, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous inscrivez le sac de riz. Vous avez parlé tout à l'heure du bois qu'on a tout le monde ici au Cameroun. Je vais revenir encore sur cette affaire de mentalité. Parce que tout bon Camerounais qui a son argent dans la poche, si vous l'amenez là où son frère camerounais fabrique peut-être des lits, comme vous dites, ou des chaises, vous lui dites c'est 800 000, c'est 1 million, il va vous dire jamais, il ne peut pas acheter les chaises à 1 million. Mais si vous l'amenez là où nous appelons couramment le brocante, et vous lui montrez les mêmes chaises, ou peut-être qui n'ont même pas
cette qualité, vous lui dites 1,5 million, il va acheter parce que ça nous provient de l'autre côté. Là, vous évoquez le néocolonialisme. Voilà. Je vais commencer par là. Quand j'ai fini avec ce premier volet, j'évoque les normes. Quand vous parliez des conséquences, de l'inconvénient de l'impôt substitution, je suis intervenu à dire que la difficulté pour les nationaux de s'arrimer aux normes internationales. La première chose, le client se dit, c'est standardisé ailleurs au point où, quand je sors mon million, je suis sûr de la qualité de ce qu'on va me donner. Le deuxième, c'est que je ne serai pas en train de multiplier les rendez-vous auprès du menuisier. Et là, je vais en droite ligne avec l'évocation de la mentalité que vous avez faite tout à l'heure. Et le troisième, c'est que il ne va pas, à la place des contreplaqués de 10 milliers, de mettre les contreplaqués de 4 000. Voilà l'ensemble des éléments qui, quelquefois, poussent certains des nôtres, certains Camerounais, au lieu de passer la commande, préfèrent acheter ce qui vient ailleurs. Mais il ne faut pas oublier le snobisme. Il y en a également qui en achètent parce qu'ils ne veulent pas acheter comme toi et moi, chez le menuisier d'à côté là, même si nos produits sont de haute qualité. Non, pour moi, c'est venu, j'ai fait venir d'ailleurs. Oui. J'ai importé. Il y a également des signe de prestige, quoi. Signe de prestige. Voilà quelques éléments qui contribuent à opérer de tels choix. Mais ce qu'on va retenir, c'est que les Camerounais peuvent. D'accord, effectivement, comme nous allons déjà au bout de cette émission, je voulais que vous nous dites qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que cette politique est faisable au Cameroun? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais rien n'est impossible à qui veut. C'est bien faisable. Mais l'impulseur, le catalyseur, comme je l'ai dit, c'est l'État. Et en deux mots, quand je le dis, ce n'est pas pour dédoyer, non. Mais nous sommes tous partie prenante de ce projet. Ça veut dire que chacun doit y apporter sa contribution. Le transfert de technologie, ce n'est pas l'État, même s'il assure comme organe régalien. C'est que quand vous me confiez un truc, je dois le faire selon le contrat que nous avons tous engagés. Et l'autre aspect, l'aspect financier, les Camerounais doivent savoir que quand ils prennent, ils doivent retourner. Parce que ce projet engage, oblige et impose l'engagement financier, l'accompagnement sur le plan financier. Les Camerounais ont cultivé le fait de prendre et de ne pas savoir rembourser. Donc le projet est faisable. On ne peut passer que par là pour l'essor économique du Cameroun. Prenons conscience et que chacun joue son rôle pour la meilleure faisabilité, le meilleur accomplissement de ce projet. Merci beaucoup. On a gagné beaucoup ces jours à travers votre participation. We call it say thank you to Mr. Elvis Tayon, who intervened on phone. He is an economic journalist and a marketer. Of course, Mr. Mbumbo Fendum is a social administrator. They were your guests today on the program, Okay, the Economy. Christian Atibuta has been the man at the techniques, and of course, Malis Natalie Jongwe and Fu Williams have been there for production assistance. Shali Manga, our digital manager, has been yours. I am your host, Saline Dolo, wishing you the best that the day of today can offer. Up next at midday is the news
with Eve Perkins Omokurid Malis, Nathalie Jomgri, and myself, Salindo Lobios, for the Middle News. Till Wednesday for another program. Bye for now. Au cœur de l'économie, votre rendez-vous majeur avec l'économie africaine. De 10h à 12h sur DFM, vivez une immersion totale dans les enjeux économiques qui transforment le Cameroun et l'Afrique. Au cœur de l'économie rassemble les plus grands acteurs économiques. Ensemble, ils analysent et débattent des dernières tendances qui façonnent notre économie.